fait, alors nos métiers en fait, c'est les métiers de la maîtrise d'œuvre de conception, donc c'est architecture, ingénierie structure, ingénierie mécanique électrique, urbanisme. Et ensuite les métiers de maîtrise d'œuvre de l'exécution, donc c'est ce qu'on appelle en anglais project management, si on traduit en français management de projet, construction management, pilotage de travaux et toute la partie économie de la construction. Donc on a le panel complet des services à la construction, mais toujours du côté maîtrise d'ouvrage. Et on est là pour défendre la maîtrise d'ouvrage et faire en sorte que les projets que la maîtrise d'ouvrage souhaite développer soient faits suivant le cahier des charges en termes de budget, en termes de qualité, en termes de temps. Et donc nous sommes là pour être les maîtres d'œuvre de ces projets pour les maîtres d'ouvrage. En fait, aujourd'hui, nous avons à peu près 450 collaborateurs dans le monde, en particulier en Asie. Archétype est aujourd'hui présente dans 11 pays, 15 bureaux dans 11 pays. Nous sommes revenus en France. Un des bureaux est à Paris. Nous avons racheté l'SRL, l'architecture, en 2006 à Paris. Nous avons créé une société d'ingénierie. Aujourd'hui, notre credo, c'est vraiment de devenir le maître d'œuvre de référence dans les pays émergents à forte croissance. C'est ça notre vision. C'est d'aller vers tous ces pays où effectivement il n'est pas forcément facile d'avoir des maîtres d'œuvre de qualité, où il y a de l'investissement étranger qui a parfois du mal à se concrétiser parce que justement il s'appuie sur des locaux qui n'ont pas forcément les qualités, la qualité ou les standards internationaux en tête. Donc nous on est là pour devenir un peu ces maîtres d'œuvre de référence et accompagner tous ces investisseurs étrangers ou les investisseurs locaux d'un certain niveau sur leur projet. Donc on ne s'interdit rien au jour d'aujourd'hui, on fait quand même attention à ne pas non plus s'éclater géographiquement, c'est pour ça qu'on a quand même principalement rayonné autour de l'Asie, mais aujourd'hui on va un peu plus vers l'ouest avec le Kazakhstan et sûrement peut-être l'Azerbaïdjan, enfin toute cette zone-là. On est en train de regarder des sujets sur l'Afrique du Nord à partir de Paris. Mais Paris, pour nous, va dans cette optique d'être une tête de pont pour les pays émergents d'Afrique. Alors le profil de client, il varie d'un pays à l'autre. Donc au Vietnam, on s'est dès le début dit qu'il y avait des clients potentiels vietnamiens d'un certain standing qui voulaient avoir une maîtrise d'œuvre de qualité, mais qui n'étaient pas forcément prêts à payer le prix étranger. Donc c'est vrai que quand on a démarré, tous nos concurrents étrangers travaillaient à 90% pour des clients étrangers au Vietnam. Tous nos concurrents vietnamiens travaillaient à 90% pour des clients vietnamiens au Vietnam. Donc on s'est dit on va attaquer ce segment de marché de la clientèle vietnamienne un peu haut de gamme, qui est prête à payer entre le prix français, le prix étranger et le prix vietnamien. C'est comme ça qu'on a démarré et c'est vrai que c'est ça qui nous a fait tout de suite grossir très vite. Pourquoi? Parce que pendant de 2002 à 2006-2007, l'investissement direct étranger au Vietnam était relativement stable. Il a explosé à partir de 2007, enfin 2006-2007. Mais par contre, l'investissement domestique, lui, a été multiplié par 10 pendant ce temps-là. Donc on s'est rendu compte que c'était la bonne stratégie et ça nous a permis d'accroître la société très vite. Alors le revers de ça, c'est que économiquement, ce n'était pas forcément la meilleure stratégie parce qu'arriver à vendre du service moins cher que le prix étranger, mais quand même avec une qualité, donc avec un fort pourcentage de personnes expatriées, il a fallu qu'on arrive à équilibrer ça un peu mieux, puisqu'à un moment on arrivait à avoir on était à plus de 80-90% de clientèle vietnamienne. Donc grâce à l'ouverture, mais je dirais plus au fait que le Vietnam soit redevenu à la mode à partir de 2006-2007 et qu'il y ait eu une immense arrivée de capitaux étrangers, on a réussi à rééquilibrer et à être à 50-50, 50% de clientèle étrangère, 50% de clientèle vietnamienne, en gardant le meilleur de la clientèle vietnamienne. Donc aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on a au Vietnam. Alors il y a d'autres pays où c'est pas vrai. Au Cambodge, on est toujours à 90% de clientèle étrangère parce que c'est un petit marché. En Inde, on est à 100% de clientèle indienne parce qu'il y a peu d'étrangers finalement qui investissent. On est dans chaque pays, je dirais, on a une approche très pragmatique et un peu opportuniste par rapport à ce sur quoi on peut apporter de la valeur ajoutée. Concrètement, en fait, la plupart de nos concurrents ne sont pas basés dans tous les pays où on est.
Ils sont basés à Hong Kong, ils sont basés à Singapour, parfois à Bangkok. Donc ils sont basés dans des villes qui coûtent cher. Et ils font du projet de temps en temps dans ces pays-là. Donc ça c'est vrai pour les grandes sociétés internationales d'architecture, d'ingénierie. Après il y a d'autres sociétés qui comme nous ont été créées par des étrangers dans ces pays, hein, que ce soit le Vietnam, le Cambodge, l'Inde, qui n'ont pas réussi peut-être à croître comme on l'a fait, de façon aussi rapide, et qui donc restent à un niveau, je dirais, inférieur en termes de capacité à la fois d'expertise et de production. Donc nous, notre force a été vraiment de caler un modèle international sur un modèle local. C'est vraiment la vraie combinaison de l'expertise internationale avec le savoir-faire local. Dans tous les pays où on est enregistré, on se débrouille pour avoir une licence qui nous permet de tout faire comme les locaux, ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos concurrents étrangers. En Mongolie, depuis maintenant 1 mois et demi, nous sommes la première société étrangère à avoir réussi à avoir une licence toute catégorie en architecture, en ingénierie, c'est-à-dire on peut faire tout type d'ouvrage. On est les premiers. On a mis 1 an à l'avoir, et voilà, c'est typiquement le genre de facteur différentiel qui fait qu'on est considéré comme des étrangers, mais aussi comme des locaux. Et ça, c'est important, ça fait partie de la culture intrinsèque de la boîte, ce côté local international. Bon, depuis 6-12 mois, on a plein de problèmes puisque tous nos concurrents ont largement, je dirais, écrémé, ont dégraissé. Donc on trouve de bons profils. Mais c'est vrai que d'une façon générale, au Vietnam et dans tous les pays en voie de développement, le recrutement est un problème. Mais le problème principal, c'est surtout la capacité à garder le staff dans la durée. Donc nous avons mis en place un certain nombre de politiques long terme, en particulier pour les staffs qui ont vraiment une valeur assez exceptionnelle, au moins au-dessus du lot, de façon à ce qu'ils aient à la fois des bonus, mais pas seulement. Ce qui est important en Asie ou même au Vietnam, c'est pas forcément uniquement l'aspect salarial. Les Vietnamiens ou les Asiatiques en général sont quand même très intéressés à accroître leurs connaissances. Donc je dirais que tant qu'on est sur une pente ascendante, il est assez facile de motiver les gens par des formations, par l'accès à des accréditations. Donc c'est vraiment tout cet aspect, toute cette gestion de la connaissance qui est importante. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a mis l'accent depuis 2 ans, de façon à ce que tous nos staffs qui ont envie de prendre des cours du soir sur des sujets divers et variés, on puisse les accompagner et on puisse les aider avec en retour effectivement un commitment sur le moyen terme, de façon à ce que ce soit donnant-donnant. C'est de la prospection. Au début, on a fait beaucoup quand on commence, en particulier dans un pays comme le Vietnam, il faut montrer pas de manche. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de concepts à titre gracieux. On a essayé de se faire un nom un peu au forceps. Mais c'était ensuite de la négociation de gré à gré. Donc là, depuis quelques années, on a une politique inverse où on a suffisamment de références aujourd'hui à montrer sans rentrer dans les concours de beauté que sont les compétitions architecturales. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus de compétition architecturale, enfin de concours d'architectes. Donc on négocie en gré à gré. Quand on est architecte, on négocie en gré à gré. Alors évidemment, ça veut dire qu'on se limite à la commande privée. C'est vrai qu'aussi, on a très fortement réduit la relation avec des entreprises publiques, bon, pour différents problèmes, mais en particulier pour des problèmes de gestion de projet. Parce que quand on travaille malheureusement pour des structures étatiques dans des pays d'Asie, bien souvent, il y a 50 personnes autour de la table pour discuter du projet et les projets n'avancent pas. Donc c'est un choix stratégique de nous focaliser sur les maîtres d'ouvrage privés, de façon à ce que derrière on puisse avancer sur des projets sans être embêté tous les 2 matins avec des changements intempestifs à tout bout de champ. Alors entreprendre au Vietnam, c'est à la fois facile et complexe. C'est vrai que je suis président de la Chambre de commerce et de l'industrie française au Vietnam. Il y a plusieurs, il y a plusieurs points importants, ou plusieurs écueils à éviter. Le premier, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens pensent qu'en étant français au Vietnam, on a un accès plus facile au marché. C'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où il y a peut-être une proximité culturelle avec les Vietnamiens qu'on n'a pas avec d'autres peuples d'Asie. Mais c'est faux dans le sens où, justement parce qu'on est français, je pense que les Vietnamiens ont peut-être un peu plus d'attentes que d'autres pays.
Et donc il faut savoir répondre à ces attentes. Et la difficulté de beaucoup de Français, c'est d'arriver avec un certain panache dans un pays comme le Vietnam, à faire une très belle démonstration de toutes les qualités de leurs produits, de leur savoir-faire, mais ensuite d'oublier de faire un suivi régulier. Et au Vietnam, ce qui est important, c'est un suivi. Donc, quand on vient au Vietnam ou dans un pays d'Asie, il est important d'être sur place, de s'implanter. Alors ça peut être une implantation, je dirais, via justement les services de la chambre de commerce avec notre business center, donc ça peut être une implantation en pointillé. Mais il faut vraiment avoir quelqu'un sur place qui puisse répondre au téléphone. Il faut être réactif. Et malheureusement, quand on est en France à 12 000 km, cette réactivité n'est pas là. Et ça, c'est important, parce qu'en Asie, quand un train passe, il faut rentrer dans le wagon tout de suite, sinon ensuite le train est passé, c'est trop tard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est souvent des investissements qui doivent se faire sur la durée. On n'est pas là au Vietnam, mais vous ne réussirez pas en 2-3 ans. Il faut toujours s'inscrire dans la durée. Donc ça demande de la patience, de la persévérance et aussi de la prudence. Prudence parce qu'on est dans un contexte où on est toujours étranger dans un pays, et donc il faut bien regarder, bien analyser son business model avant de se lancer tête baissée dans tel ou tel type d'activité, parce qu'on peut marcher sur les pieds de structures locales existantes. Il faut bien faire attention à comment on se positionne vis-à-vis de ces structures locales. Par contre, c'est vrai que le Vietnam a quand même beaucoup d'avantages en termes de qualité de vie, en termes globalement, sécurité, bien entendu, sécurité des personnes. C'est quand même un pays très, très organisé, très contrôlé. Et c'est une base arrière pour l'Asie qui peut être intéressante. Parce que le marché de l'ASEAN est un marché qui est en train de s'ouvrir. Je pense qu'ils vont arriver à avoir un vrai free trade agreement dans les 2-3 prochaines années maximum. Donc c'est vrai que une base arrière au Vietnam, pour aller attaquer tous les marchés de l'ASEAN, a du sens en tant qu'entreprise française. Notre contribution, elle est énorme. On est sûrement une des boîtes créées par des Français de l'étranger qui a amené le plus de contributions en France. Je vous prends un exemple, la tour Mahanakhon de Bangkok. C'est nous qui avons organisé les appels d'offres, et c'est Bouygues qui a récupéré le contrat pour la structure de 80 millions de dollars. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a évidemment, je dirais, donné le projet à Bouygues, mais quelque part, quand on a la chance d'avoir une entreprise française et une entreprise australienne et qui sont dans les mêmes conditions, effectivement, on va quand même faire en sorte de favoriser l'entreprise française. Le groupe Bouygues a aussi signé un contrat de 90 ou 80 millions d'euros en Birmanie. C'est nous qui les avons présentés aux clients. Ensuite, ils ont dealé directement avec les clients. Donc rien que sur 2012, on a généré pour des entreprises comme Bouygues, Saint-Gobain pour les façades, Schneider Electric pour tout ce qui est équipement électrique. On a au moins généré plus de 200 millions d'euros de contrats pour des entreprises françaises en 2012. Et plus on va grossir, plus ces contrats vont être importants. Ça, c'est une contribution, je dirais, directe. Ensuite, la contribution indirecte, c'est qu'on a sur les 60, on a à peu près 65 expatriés aujourd'hui dans la société. On a à peu près une trentaine de Français. Donc ça, ce sont des gens qui travaillent pour nous ici, dans tous ces pays. Donc ça aussi, c'est une contribution directe au commerce extérieur français. Et puis c'est vrai que la société, même si elle n'est pas française légalement, puisqu'elle est détenue à 100% par des actionnaires français, et elle apparaît aux yeux de tous les donneurs d'ordre, de toutes les autorités dans tous les pays unis comme une société française. Donc on contribue aussi au rayonnement de la France. Donc c'est vrai, par contre, on n'a droit à aucun financement pour l'exportation, on n'a droit à aucun financement bancaire, puisque localement, dans les pays où nous sommes considérés comme étrangers, et vis-à-vis des banques françaises, comme nous n'avons pas d'assets en France, on n'a pas, et comme notre activité en France représente à peu près 3% de l'activité globale, on n'a pas de soutien bancaire non plus, donc on apprend à se débrouiller tout seul.